Qu'y a-t-il d'aussi enviable et d'aussi merveilleux qu'une histoire d'amour? Mais qu'y a-t-il de plus déraisonnable? Aucune raison pourrait-elle en effet justifier que nous fissions dépendre toute notre existence d'une personne dont nous ne devons qu'au hasard de l'avoir rencontrée et dont, par ailleurs, généralement, nous ne connaissons rien. 1000 autres personnes ne sont-elles pas aussi charmantes sans que nous nous soit jamais venue l'idée de les aimer? Alors, quelle raison avons-nous d'aimer celle-ci plutôt que celle-là? Poser la question, c'est supposer que l'amour puisse s'ensuivre d'un choix. Or, aussi raisonnable qu'en paraisse l'hypothèse, nous allons voir qu'elle est néanmoins aussi irréaliste qu'irrationnelle. Premièrement, quand notre amour sera déterminé par un choix, cela n'expliquerait pas que la personne aimée fit de son côté le choix symétrique de nous aimer aussi. Comment rendre alors raison de la si générale réciprocité de l'amour? Il devrait, bien plutôt, n'y avoir que des amours malheureuses. Deuxièmement, si l'amour était déterminé par des raisons, ce sont les qualités de la personne qui nous la rendraient aimable. L'amour serait, en quelque sorte, mis au concours. Comme dans un tournoi, ce serait le chevalier le plus élégant, le plus hardi, le plus habile, le plus valeureux, qui aurait ainsi mérité d'être aimé de la fille du roi. Il serait toutefois à craindre, si l'on était ainsi, que le concours ne fût jamais déclaré clos, dans l'espoir qu'un candidat plus magnifique pût encore se déclarer. On risquerait donc de ne jamais aimer, faute qu'aucune raison ne fût suffisante, ou dans l'espoir de meilleures raisons. Il faut bien en outre reconnaître qu'aucun amour ne pourrait dans ce cas survivre aux raisons qu'on avait eu d'aimer. N'est-ce pas, en effet, sa beauté, sa gaieté, sa vivacité, son charme qui nous avait rendu une femme aimable, en même temps qu'elle les aurait perdus? Il va de soi qu'elle aurait donc dû perdre aussi l'amour que nous avions pour elle. Pascal aurait donc raison, on n'aime jamais personne, si ce n'est des qualités. Une telle rationalité de l'amour lui aurait donc tout sens, au moment même où on s'attendrait à ce qu'il en eût le plus, lorsqu'elle devient si déshéritée, si défigurée, laide, malade, souffrante, etc. S'il s'agissait de choisir, il n'y aurait que des mariages de raison. Le mieux que nous pourrions faire pour savoir qui nous devrions aimer serait par conséquent de nous en remettre à la compétence et au discernement des notaires. Car il n'y a que pour assez minutieusement discerner, rassembler, peser, comparer toutes les raisons que nous aurions de choisir telle femme plutôt que telle autre.
tout compte fait, tout bien pesé, tout bien calculé, faute de trouver mieux, nous choisirions le parti que notre notaire aurait trouvé le plus raisonnable, c'est-à-dire le plus aimable. La belle affaire, d'ailleurs, qu'un coup de foudre. Un jour, à Vérone, vous laissez sortir votre délicieuse fille. Elle n'a pas plutôt aperçu quelques freluquets de l'autre côté de la rue qu'aussitôt, elle envoie ce Morisco. Ask his name. If he be married by grave, he's like to be my wedding bed. Courvol, demande son nom. Et s'il arrivait qu'il fût marié, mon tombeau sera mon lit de l'os. Et voilà comment, en se jetant à la tête du premier venu, vous, sans en rien savoir, vous tombez sur un Montaigu alors que vous êtes une Capulet. En un éclair, vous était apparu le bonheur, et c'est la tragédie. On comprend, dans ces conditions, qu'une personne raisonnable ne puisse jamais être trop prudente ni trop précautionneuse lorsqu'il y va de son bonheur. Aussi voit-on, dans leurs journaux intimes, Henri Amiel et Benjamin Constant, dresser sur 2 colonnes la liste des avantages et celle des inconvénients que présente chacune des jeunes femmes qui pourraient se risquer à aimer. Je cite le journal de Benjamin Constant. Madame de Hardenberg, qu'il finira d'ailleurs par épouser, Madame de Hardenberg pourrait convenir, si elle n'était si ennuyeuse et si romanesque. Madame Lindsay est très bien. Ben, elle a 40 ans et 2 bâtards. Amélie est assez riche, fort désireuse de m'épouser. Mais elle a déjà 32 ans et point de forme. Antoinette a 20 ans, de la fortune. Mais elle est assez commune de figure et de façon. À la perpétuelle indécision d'Amiel et de Benjamin Constant, il y a une cause toute simple. C'est qu'ils attendent des raisons d'aimer quand il leur manque la seule qui rendrait toutes les autres superflues et qui serait tout simplement d'aimer. Car aimer, c'est être fasciné par ce qu'une personne nous semble avoir d'incomparable. Aussi, l'amour ne compare-t-il rien. On peut donc en tenir le théorème pour établi, c'est qu'il n'y a de raison d'aimer que pour ceux qui n'aiment pas, de sorte que le contraire d'aimer, c'est préférer. Voilà pourquoi il nous arrive souvent d'aimer une personne dont nous ne connaissons rien, c'est-à-dire sans raison. De même qu'il peut nous arriver de l'aimer en dépit de tout ce que nous en savons, c'est-à-dire contre toute raison. Et en effet, que sait-on jamais d'une personne lorsqu'on lui prend la main et qu'on part avec elle sans savoir verser? Sera-ce une brève rencontre ou le début d'un grand amour? Personne n'en sait rien. On se rappelle le très célèbre début d'un film de Marcel Carnet. Une masure dans les dunes
le long de l'estuaire, y vit un ancien navigateur qui trompe sa solitude en accueillant celle des autres. Un ivrogne y conduit un déserteur de la coloniale. Il va passer la nuit dans cet abri en attendant le jour. Une fille est là, une gamine, sanglée dans son imperméable et les mains dans les poches. Ils descendent ensemble vers la ville, avant de se séparer. Ils la rencontrent, par hasard, le lendemain. T'as de beaux yeux. L'un et l'autre se mettent alors à penser qu'un si doux moment mériterait de ne jamais finir. Il finit néanmoins au petit matin, lorsqu'il s'éveille dans la même chambre, tandis que sur les quais s'impatiente la corne des navires en partance. Personne ne doute, néanmoins, en ayant vu qu'elle est brume, d'avoir assisté à une histoire d'amour. Or, que connaissaient-ils l'un de l'autre? Rien. Ni de leur histoire, ni de leur caractère, ni de ce qu'ils pourraient devenir, ni l'un ni l'autre ne savaient rien. Il leur avait suffi d'un instant pour sentir que ce qu'on attend de la vie n'était peut-être rien de plus simple que cette paix d'être ensemble sans besoin de rien d'autre. D'exemples semblables, que nous les empruntions à Stendhal, à Buzzati ou à Simenon, nous en pourrions citer 100. Non seulement, par conséquent, l'amour ne s'ensuit d'aucune raison, mais le plus saisissant est même qu'on ne puisse s'empêcher d'aimer en dépit de toutes les raisons qu'on aurait de ne pas le faire. C'est ce que décrit par exemple Dino Buzzati lorsqu'il nous montre un brillant metteur en scène de la Scala, amoureux d'une petite prostituée, sans charme ni beauté. Il la rencontrait par hasard dans une maison de passe, quoiqu'il n'ait rien à en attendre. Ni plaisir, ni tendresse, ni même d'amitié ni de complicité, il ne peut pas s'en passer. Aussi vit-il cet incompréhensible amour comme une sorte de folie dont il est possédé, sans qu'il y ait, je le répète, ni inclination ni raison qui le puisse expliquer. Je prends un autre exemple. Un roman de Simenon, rendu célèbre par les interprétations de Bardot et de Gabin dans un film de Claude Autant-Lara, montre également comment un brillant avocat, luxueusement installé, introduit par sa femme dans le monde le plus élégant, aussi envié de ses confrères pour son talent que pour sa réussite, vient à s'enticher de la plus minable, la plus lamentable, la plus odieuse petite grue, recherchée par la police, s'attendant à être détenue. Elle s'est introduite dans son cabinet pour lui demander de la défendre. Ayant jusque-là vécu de se prostituer, voleuse, menteuse, aguicheuse, il la découvrira aussi incapable de toute loyauté que de tout effort. Et pourtant, quoiqu'il n'y ait rien en elle qui ne le révulse, aussi veule et stupide qu'elle soit, quoiqu'elle lui mente et le trompe sans cesse, il ne peut supporter d'en être séparé un seul instant. Aussi s'en interroge-t-il, sans en être d'aucune façon attiré. D'où vient que j'en sois aussi invinciblement obsédé?
elle qui n'a rien pour elle, aucune qualité. Voici qu'elle est tout pour moi. L'amour est le paradoxe d'une spontanéité, tout dépend de moi, qui est en même temps une fatalité, cela en dépit de moi. Je ne peux pas faire autrement. Comment rendre raison d'une aussi invraisemblable déraison? Peut-être serons-nous mis sur le chemin d'une réponse si nous considérons l'un des traits les plus paradoxaux mais les plus remarquables de l'amour chez Proust. Swann n'a jamais aimé Odette. Non seulement il n'avait jamais imaginé qu'elle pût paraître remarquable à personne, mais son genre de beauté le laissait même si indifférent qu'il avait toujours pris le plus grand soin de ne jamais entrer chez elle en l'y reconduisant chaque soir. Quel ne fût pas son genre, il n'avait pas attendu de l'avoir épousée pour le savoir. C'est même parce qu'il l'avait toujours su qu'il n'avait jamais cherché à savoir ni d'où elle venait, ni ce qu'elle faisait. Or, voici qu'un soir, comme il s'était un peu trop attardé à jouir des charmes d'une petite ouvrière, Odette avait déjà quitté les Verdurins lorsqu'il s'y présenta. Parti à sa recherche en tous les lieux où elle aurait pu aller, il ne la trouve nulle part. Cette femme qu'il n'aimait pas, qu'il n'avait même jamais imaginé pouvoir aimer. Voici soudain que l'angoisse la lui rendait indispensable. Ce fut ce soir-là qu'il passa sa première nuit chez elle. L'amour était né de son angoisse, c'est l'exaspération de son attente qui avait fait naître l'angoisse. La loi en est constante chez Proust. On ne doit qu'à la douleur de l'attente l'expérience de l'amour. Le narrateur était si las d'Albertine. Il se sentait tellement privé par sa présence de tant de rencontres qu'il eût pu faire ou de plaisirs qu'il eût pu éprouver, qu'il décide finalement de partir pour Venise sans la prévenir. Enfin la délivrance, enfin la liberté, enfin l'aventure. Or, il n'a pas plutôt demandé qu'on lui fît descendre sa malle qu'on lui annonce le départ d'Albertine. N'était-ce pas ce qu'il avait si longuement et si secrètement attendu, si secrètement espéré? Cette liberté qu'il avait tellement attendue, il l'avait maintenant. Or, c'est une autre attente, bien plus insupportable, qui vient de se substituer à la précédente, celle de savoir où est Albertine, ce qu'elle y fait, quand, comment, avec qui. Lui qui ne l'aimait pas, l'en voici jaloux. Pour mettre fin à cette insupportable douleur de l'angoisse, il lui faut donc la retrouver. Cette transmutation alchimique de l'ennui en souffrance et de l'indifférence en besoin est l'œuvre précisément de l'amour, de l'angoisse et de l'amour. Maintenant qu'il attend de savoir où elle a pu fuir, l'angoisse suscitée par son absence lui fait de sa présence un besoin aussi indispensable que l'opium pour qui souffre. Ce besoin qu'on sent d'une autre personne pour n'avoir plus à souffrir de l'attendre, Proust n'a qu'un mot pour le désigner, c'est l'amour.
Parce que l'amour est toujours lié à la douleur de l'attente. Il est, chez Proust, d'autant plus constant que plus obsédant, et d'autant plus obsédant que la personne aimée nous semble plus inaccessible. Qu'il n'y aurait pas d'amour pour qui n'attendrait rien, telle est la constante leçon des descriptions proustiennes. Sans doute est-ce même ce qui suggérait à Platon, plutôt ce que suggérait Platon en disant que c'était l'indigence qui avait donné naissance à l'amour. Or, vivre dans l'indigence, c'est être dans le besoin, et le besoin est la forme la plus rudimentaire de l'attente. De même que toute attente manque de ce qu'elle attend, tout besoin nous peut éprouver l'attente de ceux dont nous manquons pour vivre. Ainsi comprend-on que tout amour puisse être, comme chez Platon et comme chez Proust, l'expression d'une attente. Mais d'où vient une telle attente? L'attente, selon ce qu'il me semble, est la conscience même. Telle est même l'hypothèse que je vais tenter de soutenir. Peut-être quelques-uns d'entre vous se rappellent-ils qu'Aristote définissait le vivant par le fait que ce qu'il a à être précède et détermine ce qu'il est. De là vient que la vie est tendance et qu'il n'est pas un caractère, pas une manifestation de la vie qui ne soit autant de tendance. Tout être vivant tend à se nourrir pour se conserver pour croître, à évoluer pour s'adapter, à s'adapter pour se conserver pour accéder à la forme adulte, arriver à la forme adulte pour se reproduire, etc., etc. Par ailleurs, rien ne caractérise autant la vie animale que la sensation, et rien ne caractérise autant la sensation que sa réflexivité. Sentir, c'est sentir conscient. C'est avoir conscience de sentir. Aussi est-il assez vraisemblable de penser que la vie se réfléchit en conscience et par conséquent que la tendance constitutive de la vie se réfléchit en attente constitutive de la conscience. L'attente serait donc à la conscience ce que la tendance est à la vie, son principe. Par ailleurs, les sécrétions endocrines de chaque individu ne font-elles pas de son sexe l'attente incorporée d'un autre? En même temps que la conscience d'être sexué suscite donc notre disposition amoureuse, c'est-à-dire l'attente indéterminée d'un autre, le sexe est ce qui nous fait éprouver à la fois notre solitude comme une désolation et l'attente de l'autre comme une obsession. Aussi est-il remarquable qu'en cherchant à rendre raison de leur amour, aussi inexplicable qu'il puisse être, presque tous les personnages de Simenon l'attribuent à l'insupportable expérience qu'ils ont faite de la solitude. Lorsqu'un acteur, naguère célèbre, mais désormais oublié des réalisateurs, suit dans la nuit une inconnue, passe la nuit avec elle,
souffre de devoir la quitter un seul instant et finit par ne pas supporter qu'elle ait pu vivre avant qu'il l'eût connue. Si effarante est la situation que lui-même s'en interroge. Comment cela a-t-il été possible? Je cite le roman, car enfin, il ne la trouvait pas belle, ne la trouvait pas séduisante. Il lui arrivait même de mépriser cette femme dont elle avait pourtant conscience de ne plus pouvoir se passer. Mais voilà, raconte-t-il, j'étais tout seul. C'est toute l'histoire. Aussi avait-il suffi pour que cette jeune femme inconnue lui devint indispensable qu'elle accepta de l'accompagner une nuit que la solitude lui était plus intolérable qu'une autre. C'est tout le ressort des 3 chambres à Manhattan. Dans un autre roman de Simenon, Les Anneaux du Bicêtre, un personnage cherche à comprendre pourquoi il avait épousé, à 20 ans, une femme dont tout le séparait. La seule raison, c'est qu'il eût aussi bien épousé n'importe quel autre. Ce n'était donc pas seulement l'occasion, mais aussi la solitude qui avait tout fait. Je n'aimais pas Marcel, se rappelle-t-il. Pas vraiment. Je l'ai épousé pour ne plus être seul, pour être deux, peut-être aussi pour avoir quelqu'un à protéger. De même, n'y a-t-il que cette attente pour expliquer que tel autre personnage de Simenon, Norbert Monde, ayant fortune, succès, notoriété, famille, et soudain tout abandonné et soit parti, prêt à se dévouer à n'importe quelle paumée ou n'importe quelle pauvresse. Il attendait toujours, explique Simenon. Il attendait quelque chose à quoi il aspirait et qui n'arrivait jamais. Peut-être suffirait-il donc d'analyser la structure de l'attente pour rendre manifeste les diverses raisons qu'on peut avoir d'aimer. Quand il ne s'agit pas d'une attente transitoire, comme d'attendre l'autobus, le résultat des élections ou la fin de l'année scolaire. À quoi l'attente nous fait-elle donc aspirer? Autrement dit, quel est l'objet de l'attente lorsque ce n'est pas un objet? Parce que l'attente nous dissocie toujours du présent et nous fait tendre vers l'avenir. Le premier caractère de l'attente est de nous faire guetter aux confins du réel l'imminence du possible. Ainsi, l'attente nous rend-elle déjà complices de l'aventure qui nous délivrera de l'ennui et nous fera explorer les différents mondes possibles. Mais à quoi bon appareiller et s'exposer aux tempêtes si ce n'est pour arriver en un port d'où il n'y aurait plus à partir? Car toute attente porte en elle le sens de ce qui ne laisserait plus rien à attendre. Or, pour ne plus rien laisser à attendre, il n'y a que l'infini, à quoi on ne peut rien ajouter, l'éternité, pour laquelle plus rien n'est à venir, la perfection, qui dissuade d'en rien modifier, la plénitude ou la béatitude que les théologiens identifient au fait de contempler l'éternelle plénitude
de l'infini. Infinité, éternité, perfection, béatitude, de même qu'elles caractérisent diverses figures de l'absolu, de même font-elles tout naturellement de l'absolu l'horizon de l'attente. Pour avoir rapport à l'absolu, il suffit donc d'attendre. De même que toute attente nous dispose à l'amour, de même fait-elle de tout amour une secrète attente de l'absolu. Sans doute n'y aurait-il pas de troisième caractère de l'attente si, tout naturellement, l'absolu qui suspend toute attente ne suspendait aussi la vie. De là vient en effet ce paradoxe qu'en n'ayant rien à attendre, le premier homme au paradis est néanmoins pu être tenté, car rien ne fut plus irrésistible pour lui que la tentation de répondre à l'attente d'une autre créature. Ève attendait de partager avec lui le fruit de la connaissance, en acceptant ce qu'elle lui offrait. Il répondait à son attente. Il eût été meurtri de la décevoir. Tel est le troisième caractère de l'attente qui nous porte presque invinciblement à tenter de répondre à ce qu'un autre attend de nous. Aux trois caractères de l'attente correspondent donc trois motivations de l'amour ou trois raisons d'aimer. Le désir d'aventure, le désir d'absolu et le désir de répondre à l'attente d'un autre. Examinons-les succinctement. Toute la jeunesse des narrateurs, dans la recherche du temps perdu, est obsédée par un sentiment d'exclusion, de réclusion dans son intériorité, et par conséquent, de privation. Attendant toujours, mais toujours séparé de ce qu'il attend, il se sent à l'étroit dans sa propre vie. Il y étouffe. Aussi éprouverait-il comme une délivrance d'être initié à d'autres vies en partageant leurs attentes et leurs émois. C'est ce qui le rend si avide de sentir ce que sentent les autres et d'incorporer au roman de sa vie le roman de la leur. Le théorème en est d'ailleurs fort explicitement énoncé par Proust. Que nous croyions qu'un être participe à une vie inconnue où son amour nous ferait pénétrer, c'est de tout ce qu'exige l'amour pour naître, ce à quoi il tient le plus et qui lui fait faire bon marché du reste. Cette vraie vie qui est toujours ailleurs, puisque nous l'attendons toujours, il lui semble la pressentir partout où l'apparition d'une jeune femme lui fait imaginer la tonalité, les modulations, le rythme, bref, la musicalité et l'intensité de mondes différents. Aussi, l'amour est-il pour lui la promesse d'autant de vies diverses que ces amoureuses lui font imaginer d'univers insoupçonnés.
Comme s'il était possible de transfuser une vie dans une autre, le narrateur explique donc sa vocation amoureuse par le projet d'augmenter sa vie de ce que les autres lui feraient partager de la leur. La personne aimée n'étant alors que le messager ou le témoin d'autres mondes possibles, on comprend qu'il n'y est alors d'amour que par métonymie. Car ce n'est pas le messager qu'on aime, en réalité, mais le message qu'il apporte. Rien, en effet, n'avait aussi puissamment contribué à rendre le narrateur amoureux de Gilberte que d'avoir appris sa familiarité avec Bergotte. Aussitôt, nous dit Proust, l'image qu'il se formait de Mademoiselle Swann était tout imprégnée de toutes les idées que Bergotte évoquait dans ses livres, du rythme si particulier de ses phrases et de leurs inflexions. C'était, nous dit-il, être tout prêt à l'aimer. Comme les grammairiens nomment métonymie le procédé par lequel une partie exprime le tout, l'amour du narrateur pour Gilberte était donc lui aussi métonymique, puisque Gilberte n'était qu'une partie de l'univers de Bergotte qu'elle évoquait pour lui. D'une telle métonymie, d'un tel transfert ou d'un tel déplacement d'intérêt d'une chose sur une autre, l'amour de Swann pour Odette procure un autre exemple. On se rappelle que Swann n'avait jamais éprouvé la moindre attirance pour Odette. Pour qu'il en devînt amoureux, il avait suffi qu'un soir, il fut frappé de sa ressemblance avec Zéphora, la fille de Jéthro, sur une fresque de la chapelle Sixtine. Dès lors, c'en était fait. Son imagination avait désormais si bien associé Odette au monde de Botticelli qu'elle en recevait un nouveau genre de beauté qui la lui rendait plus précieuse. Je cite Proust, oubliant qu'elle n'était nullement une femme selon son désir, voici qu'il la désirait maintenant avec passion, pensant étreindre en elle le modèle charnel de cette Zéphora qu'il avait tant séduit à la chapelle Sixtine. Est-ce autrement qu'on aime une femme pour sa beauté, ou pour sa richesse, ou pour ses relations, ou pour l'intensité de la vie qu'on imagine auprès d'elle? Non, car rien de cela ne signifie que nous ne l'aimons pas, mais tout simplement, comme le narrateur proustien, que nous l'aimons pour autre chose qu'elle-même. Si l'une des raisons d'aimer est donc l'attente de quelque rénovation ou de quelque extension de notre existence, bien plus puissante toutefois est celle que nous devons à une révélation, celle d'avoir frôlé l'absolu. Aussi banale qu'ait pu être la rencontre de quelque personne que ce soit, rien n'est alors moins banal que d'avoir voyagé de concert avec elle jusqu'aux confins de l'absolu. Car il n'y a pas d'autre mot pour désigner ce temps hors du temps, où nous n'attendons plus rien, sinon qu'il continue autant qu'il est possible. Que l'amour soit alors une révélation, nous le devons au fait d'avoir éprouvé trois évidences dont chacune récuse la plus commune expérience. C'est même ce qui nous les fait paraître
surnaturelles. La première est qu'il est possible de vivre auprès d'une autre personne sans qu'aucune distance ni aucune opacité ne nous en sépare. J'entends dans mes entrailles votre cœur qui bat, dit Mesa à Isée dans le partage du midi. Ainsi semblait-il au docteur Malavoine chez Simenon n'être accordé à personne aussi intimement qu'à cet inconnu rencontré la veille sur un quai de gare et avec laquelle il venait de passer la nuit. Cette femme qui était en face de moi, pâle et chiffonnée dans la méchante lumière du compartiment, m'était plus proche qu'aucun être humain ne l'avait jamais été. La seconde évidence révélée par l'amour est que la vraie vie n'est pas toujours absente. Il suffit d'être deux. Comme on s'émerveille en le découvrant, que le bonheur, ce prodige tellement rêvé, tellement attendu, puisse être une aussi simple chose. Car l'amour est à la fois la transfiguration et la grâce de la banalité. Aussi Anna Karénine confiait-elle à Vronsky qu'à partir du jour où elle l'avait aimé, tout dans la vie s'était transfiguré pour elle. Voici qu'on se met soudain à sentir intensément, comme si l'on en recevait la révélation, tout ce qu'on avait vécu jusque-là sans même l'apercevoir. C'est la fenêtre de Mimi dans la Bohème ou la petite table de Manon. La troisième évidence est celle d'une telle plénitude qu'elle ne laisse plus rien à attendre. Car la transe voluptueuse et la furtive révélation d'une vie jouissant si intensément d'elle-même qu'elle est à elle-même sa propre fin. Apollinaire a parfois évoqué dans ses poèmes à Lou ou à Madeleine ce bienheureux vertige où chaque amant reçoit de son union avec l'autre la plénitude de son identité. Et toi le loup, fais-moi monter vers toi, prends-moi dans ta splendeur, que je sois ébloui et presque épouvanté, que l'espérance bleue se creuse à l'infini, et pour finir, fais-moi pénétrer dans ton paradis. Toutefois, ce plaisir consiste bien moins dans la transe d'une excitation qui se sature à mesure qu'elle devient plus intense, que dans la mutualité des émotions qu'elle suscite. Car le propre de cette volupté est que chacun l'éprouve d'autant plus intensément qu'il sent retentir en lui-même les émotions de l'autre, et sans l'autre envahi et comme traversé par ce qu'il sent lui-même. Ainsi s'émerveille-t-il de reconnaître l'autre comme son double ou son plus sensible lui-même. Car il n'y a pas de plaisir solitaire. Un plaisir qui ne serait pas partagé ne serait pas un plaisir. Aussi Aristote avait-il remarqué qu'un véritable égoïsme est toujours altruiste. Qui voudrait, disait-il, du plus beau palais, de la table la plus somptueuse, si c'était à condition de n'y jamais inviter personne? Aussi jouissons-nous moins du plaisir que nous recevons que de celui que nous pouvons donner. Ce dernier théorème nous explique la troisième figure de l'attente qui consiste,
dans la presque invincible tentation que nous avons de répondre à l'attente d'un autre. On ne peut guère comprendre cette troisième raison d'aimer sans avoir distingué deux ordres qui partagent notre existence. Celui de la représentation et celui de la vie. Selon la représentation, rien n'existe pour nous que ce qui nous affecte. Le monde s'éteint, le monde s'efface si je ferme les yeux et recommence à l'être comme si je le ressuscitais quand j'ouvre les yeux. Parce qu'elle rapporte tout à soi, la représentation fait de notre conscience le centre du monde. Ainsi nous persuade-t-elle qu'il n'y a d'objet que pour un sujet, et que c'est donc ne pas être vraiment que n'être pas perçu. Comment ne nous semblerait-il pas, dans ces conditions, que nous existons d'autant plus que plus nombreux sont ceux dont nous obsédons la conscience? Aussi n'y a-t-il rien qui nous occupe alors davantage que l'image que les autres ont de nous. Tout autre est l'ordre de la vie. Selon la représentation, chaque conscience est un commencement. Selon la vie, chaque individu est un résultat. Alors que tout est discontinu dans la représentation, tout est continu dans la vie. Alors que, selon la représentation, chaque individu ramène tout à soi, la vie, au contraire, ne tend qu'à déborder d'elle-même. Aussi n'a-t-on jamais reçu la vie que pour la donner. C'est pourquoi, selon l'ordre de la vie, chaque individu a son centre, hors de soi. C'est pourquoi stimuler, animer, vivifier, telle est donc la tâche que la vie poursuit à travers nous. Comme si une autre vie pouvait s'augmenter de la nôtre, plus nous aurons pu contribuer à son intensité, plus intensément aurons-nous senti la nôtre. Voilà comment, contre toute raison, mais conformément au dynamisme expansif de la vie, il arrive qu'on soit porté à aimer une personne, bien d'autant plus qu'elle nous paraît moins désirable. Comme dans les béatitudes, c'est parce qu'on la voit malheureuse qu'on a envie de la consoler, ou parce qu'on la sent si démunie ou si disgraciée qu'on désire compenser ce qui lui a été dénié. Ainsi peut-on être tenté d'aimer une personne rien que pour en devenir la providence. Pour illustrer cette pitié dangereuse, Simenon nous rapporte l'exemple d'un magnat de la presse parisienne. À la suite d'un brutal accident, il fait le bilan de sa vie. Pourquoi n'avait-il épousé que des femmes aussi insignifiantes? Sans doute les avait-il aimées à sa manière, à un moment, mais qu'avait-il bien pu leur trouver d'aimable? La première, il l'avait trouvée au Moulin Rouge, je cite, maigrilotte, anémique, elle était celle dont le numéro était le moins applaudi.
Aussi l'avait-il regardée avec une tendresse mêlée de pitié. Il avait été important qu'elle ne respirât pas la santé, qu'on fût tenté de la plaindre et de la protéger. En l'aimant, il avait donc tout simplement tenté de transfuser en elle le trop-plein de sa propre énergie. Aussitôt avait-il compris qu'elle menait sa vie sans lui, sans besoin de la sienne. Aussitôt avait-il cessé de l'aimer. Sans drame et sans regret, ils s'étaient séparés. Lorsqu'il avait rencontré la seconde, il était déjà un personnage du tout Paris. Elle n'était qu'une pauvre gamine frappant à toutes les portes, cherchant à cachetonner par-ci par-là. Il y avait déjà 8 ans qu'il l'avait épousée, il ne s'expliquait toujours pas ce qu'il avait pu lui trouver. Je cite, « Était-ce son aspect lamentable ou tragique? Elle portait un manteau fripé, ses talons étaient usés, un de ses bas avait filé, elle faisait pauvre et pathétique. Lorsqu'elle inventa par la suite s'être enfuie de chez elle, avoir perdu ses parents, avoir été élevée par sa tante, violée à 12 ans par son oncle, il n'y résista plus. Il l'installe aussitôt chez lui, lui trouve un emploi, mais en même temps, dissimulant, qu'il ne parvenait pas à se passer d'elle, il ne savait qu'en faire. Cet embarras nous indique la raison de cet étrange amour. Parce que c'était un oiseau tombé du nid, peut-être l'avait-il tout simplement voulu que le sauver du chat. Tout aussi déraisonnable et tout aussi incompréhensible était l'attachement de Maître Gobillot en Quel malheur, le film de Claude Autant-Lara. Le célèbre avocat, pour l'affreuse gamine qui avait fait intrusion dans son cabinet. Lui-même, d'ailleurs, en convenait. Quelque explication qu'il eût cherché à cet attachement, il n'avait jamais trouvé le moindre. La seule possible, se disait-il, était celle que personne ne croirait, la volonté de rendre quelqu'un heureux, de prendre quelqu'un en charge, quelqu'un qui vous doive tout, qu'on sorte du néant en sachant qu'il y retournera si on lui fait défaut. Car n'est-ce pas vivre 2 fois, ou 2 fois plus intensément, que de communiquer la vitalité de sa propre vie dans une autre? Il va de soi qu'un tel amour manifeste sans doute autant de générosité en un sens qu'il révèle de narcissisme en un autre, comme dans le complexe de Pygmalion. Aussi nous faut-il évoquer des amours plus adultes, où l'amour qu'on a de ou l'image qu'on a de soi ne se redouble pas de celle que l'autre nous renvoie. En de tels amours, point de disproportion, point de compassion, point d'assistance. Chacun, tout simplement, s'y émerveille de l'existence de l'autre. Mais le propre de l'amour est que chacun croit avoir tout reçu de l'autre et n'aspire à rien tant qu'à le faire rayonner davantage. Tel dut être, dans ses premières années, l'amour de Benjamin Constant et Madame de Staël. Tel fut sans doute l'amour de Robert et d'Elizabeth Browning. Ces 2 poètes dont chacun s'émerveillait de découvrir dans l'autre un poète plus grand que lui. Il n'y a donc pas plus de raison d'aimer qu'il n'y a de raison de vivre. Mais parce qu'on se sent d'autant plus intensément vivre, qu'on sent sa vie se transfuser dans une autre, l'amour est à la fois une effervescence et une célébration de la vie. Car tel est le paradoxe de la vie,
qu'elles paraissent toujours s'enfermer dans un individu, quoique l'expérience de la solitude fasse sentir à chacun qu'on n'est pas soi, à soi tout seul. Je vous remercie.